du thème de ce soir. On devait réfléchir, au fond, sur la crise de la démocratie européenne, de l'idéal européen, et peut-être aussi des valeurs européennes. Car ce que les organisateurs qui président, disons, à cet institut universitaire, Elie Wiesel, avaient mis en exergue dans la présentation, me paraît extrêmement important. C'est effectivement un contexte général qui doit d'ailleurs nous inquiéter aussi quand on est dans la communauté juive, qui est un contexte d'efflorescence, de renouveau, de regain, de reviviscence des passions xénophobes et nationalistes à l'échelle de l'Europe entière. Car comme vous l'avez vu, très récemment, il y a eu, disons en Pologne, des choses inquiétantes qui ont montré que le nationalisme catholique était à nouveau très très fort. Il balaye en quelque sorte ces pays. Néanmoins, c'est un phénomène nouveau et c'est pour ça qu'on attend les lumières d'Alexandre Adler qui s'inscrit à l'intérieur de ce qu'on appelle le phénomène national-populiste. Il y a aujourd'hui, dans l'ensemble de l'Europe, des partis qui marquent des points sur le spectre politique et qui sont en fait des partis qui représentent les idées nationales, populistes et xénophobes. Il y a donc une offensive de ces idées-là qui est particulièrement inquiétante dans le contexte actuel. Et évidemment, c'est avec Alexandre Adler qu'on va essayer dans un deuxième temps de parler des solutions, car l'idée européenne n'est heureusement pas morte, elle est fragilisée, elle est menacée, elle est probablement cernée de toutes parts par ces ennemis-là, par ces ennemis politiques, mais elle n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et évidemment, nous avons aussi la chance d'avoir en France un président de la République qui incarne cet idéal européen et qui est bien décidé à le faire vivre. Donc cela, je crois, dessine un tableau d'ensemble qui est un tableau moins apocalyptique que ne pourrait le laisser penser certains discours que vous entendez souvent sur la question européenne. Mais en attendant Alexandre Adler, moi je suis, vous savez, directeur délégué d'un hebdomadaire français, et donc évidemment je me prêterai très volontiers au jeu des questions-réponses. J'avais pensé que je prendrais vos questions dans un deuxième temps, après l'exposé d'Alexandre, mais comme il est en retard, on va faire l'inverse, si vous voulez. On va répondre, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette situation politique qui est aujourd'hui une situation très complexe au niveau européen, et puis peut-être vous parler ou répondre plus largement sur le contexte idéologique qui marque, disons, ce retour des nationalismes. Également, d'ailleurs, on peut s'interroger. Je participais très récemment à une petite émission de commentaires d'actualité sur la chaîne israélienne I24 News, I24, et j'étais frappé justement par le fait que le point de vue israélien sur le retour des nationalismes, notamment en Pologne, est un point de vue très alarmiste. Il y a beaucoup d'Israéliens qui s'inquiètent, qui disent mais peut-être qu'au fond, la Pologne antisémite que nos parents, que nos grands-parents avaient connue, et pour certains d'entre eux avaient dû fuir, est en train de faire retour, au fond, c'est protégé par cette coalition gouvernementale et à la faveur de cette espèce de raidissement nationaliste qui semble envahir l'ensemble de la scène européenne. Donc c'est des questions qui, au sein même du monde juif universitaire, du monde juif intellectuel, doivent nous interroger et auxquelles nous devons donner les réponses, disons, les moins démagogiques possibles, les plus mesurées, les plus nuancées, mais aussi les moins démagogiques possibles. Donc je suis, si vous voulez, à votre disposition pour répondre du point de vue qui est le mien, qui est celui d'un journaliste, spectateur engagé de son époque, aux questions que vous pourriez vous poser sur ces thèmes-là, mais aussi sur d'autres thèmes liés à l'actualité. La question est peut-être un peu naïve. J'ai le sentiment que cette méfiance vis-à-vis de l'Europe et le montée des nationalismes est liée à l'incapacité de l'Europe à avoir une vraie politique sociale. C'est-à-dire que l'Europe, c'est le libéralisme économique, c'est le fait de s'aligner sur le moins-disant au niveau social, au niveau réglementaire, et qu'au niveau... En revanche, qu'au niveau social, il n'y a absolument aucune protection. Ce n'est pas sur le mieux-disant que l'on s'aligne, quoi. Est-ce que ce n'est pas ça qui génère le nationalisme, la peur, ajouter à cela le fait que le cercle s'élargit et qu'on a du mal à conceptualiser une entité qui ait des frontières aussi larges dans ce contexte-là, quoi. Merci beaucoup. On va rassembler, si vous voulez, un premier tour de questions. Et j'essaierai d'y répondre de mon point de vue, qui n'est pas celui d'un géopolitologue, mais vraiment d'un journaliste et d'un intellectuel, si vous voulez, engagé dans le débat public, mais qui n'est pas spécialiste de géopolitique. Oui. Moi,
En fait, il y a un point qui reste une interrogation pour moi, c'est l'ouverture de l'élargissement de l'Europe à partir de 1989. Il y a l'effondrement du mur de Berlin, l'éclatement de l'Empire russe et des nouvelles nations qui étaient sous le joug du bolchevique, enfin de la Russie, et qui se retrouvent jeunes nations dans un monde qui se dit libéral. Donc, est-ce que cette crise des démocraties est-ce que c'est pas quelque part quelque chose de temporaire, le temps qu'elle se familiarise avec cette Europe qui, en même temps, ne l'a pas forcément bien accueillie, n'ont pas bien accueilli ces nouvelles nations. Et est-ce que l'Europe, il y a un manque de relation avec la Russie? Il y a une volonté de vouloir recréer un mur avec la Russie sans pouvoir lancer des ponts de dialogue. Voilà. Merci beaucoup. C'est deux questions très importantes. On va en prendre peut-être encore deux autres. Moi, je voulais intervenir. Est-ce que vous ne pensez pas que les partis ont aussi une grande responsabilité dans ce... Les partis non xénophobes, hein, non nationaux-populistes. Absolument. Disons, jusqu'à une période récente, les partis de gauche modérés et de droite modérée étaient profondément pro-européens. Et il y avait une sorte de consensus à ce niveau-là. Actuellement, aussi bien dans la gauche que dans la droite, on a des partis anti-européens. Et c'est vrai en France, et ce sera peut-être vrai en Allemagne, je ne sais pas, avec cette coalition un peu bizarre, bizarroïde, qui est très, très, très étonnante, avec des partis qui ne sont pas d'accord sur grand-chose, mais qui vont peut-être s'allier. Merci beaucoup. Peut-on parler encore d'Europe, ou bien doit-on parler de la France et de l'Allemagne, et ensuite des grandes autres nations comme les États-Unis et la Russie? Merci beaucoup. Encore une question, Alexis. Voilà. Je reviens vers vous après. Voilà, on fera peut-être une deuxième vague alors. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a le sentiment d'être assez éloigné de l'idéal de Schuman, l'idéal européen qu'on retrouve dans la devise européenne, unie dans la diversité. On a un peu le sentiment là d'être unis dans l'adversité. Et je voudrais savoir si pour vous, finalement, c'est quelque chose de structurel lié à l'Europe et à un élargissement, par exemple, qui s'est fait de manière très très rapide et peut-être trop rapide. Ou est-ce que c'est aussi pour vous un manque de leadership européen? Là, on voit que l'Allemagne est en difficulté avec Merkel et avec sa difficulté justement à trouver un gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est lié aussi à ça? Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, qui est bien plus profond, ou est-ce que c'est... voilà. Alors, merci beaucoup pour toutes ces questions. Elles se ramènent, c'est vrai, à deux thématiques communes. Il y a une question récurrente que vous vous posez, à juste titre, hein, sur l'élargissement. Les excès, ou en tout cas son illimitation dans un premier temps, qui a donné le sentiment qu'au fond, l'Europe, et c'est un sentiment qu'il faut analyser, que l'Europe se pensait comme potentiellement indéfinie. Potentiellement indéfinie, c'est-à-dire d'abord territorialement. C'est vrai que l'esprit européen est une réalité, on va dire une réalité spirituelle ou intellectuelle, qui a marqué de son empreinte l'histoire de ce continent, mais en même temps, pour exister, une entité politique a besoin de délimiter ses frontières. C'est une problématique d'ailleurs commune avec d'autres États ou d'autres entités politiques dont les frontières restent mouvantes. C'est une des problématiques d'ailleurs d'Israël, de ne pas avoir des frontières absolument définies, ou en tout cas définitivement tracées. Et donc l'Europe s'est retrouvée sans doute, c'est vrai, à partir des années 90-91, dans un processus d'élargissement qui a semblé au peuple, en tout cas, ou à une majorité de peuples, comme étant indéfini et comme étant, en quelque sorte, mal borduré, c'est le cas de le dire. Néanmoins, il ne faudrait pas, je crois aujourd'hui, penser que le malaise dans la civilisation européenne, qui existe, et que d'ailleurs l'existence même du séminaire de ce soir vient confirmer.
serait due essentiellement au processus d'élargissement. Car après tout, cet élargissement, qu'est-ce qu'il a été historiquement? Il a été le retour dans le giron de la culture européenne de peuples qui étaient profondément pénétrés des valeurs européennes, mais qui en avaient été exclus par les malheurs du temps. Les malheurs du temps, c'était essentiellement l'annexion au sein du glacis soviétique de ces peuples, qui étaient d'abord des peuples profondément européens, comme le peuple tchèque, qui est un peuple vraiment marqué au coin de l'esprit des Lumières, le peuple polonais, qui est aussi, qui n'est pas réductible à ces éléments xénophobes et nationalistes actuels. C'est aussi un grand peuple hein, qui a appartenu de plein droit à la civilisation européenne et à ses aventures de la liberté. D'autres peuples aussi, comme le peuple slovaque, le peuple hongrois, il était légitime et normal qu'ils reviennent très vite dans le giron de l'Europe spirituelle. Et pour revenir dans le giron de l'Europe spirituelle, il n'y avait pas meilleur instrument, en tout cas dans les années 90, que de leur ouvrir les portes de l'Union européenne. Donc pour toutes ces raisons, il ne faut pas le regretter, il ne faut pas regretter l'élargissement. En revanche, c'est vous, je crois, qui avez posé la question qui me paraît très importante. Et c'est dommage qu'Alexandre ne soit pas avec nous parce que lui, il aurait des arguments, si vous voulez, très concrets à échanger avec vous. Ce qui s'est passé après l'élargissement, c'est un processus de dilution, de mise en incapacité du pouvoir politique au sein de l'Europe. C'est multifactoriel, naturellement. L'un d'entre vous, je crois que c'était une dame, disait, au fond, ce qui est dommage, c'est que l'Europe, c'était un moins-disant social. Or, c'est bien le problème, c'est qu'effectivement, à mesure que nous élargissions, nous renoncions à construire une Europe qui soit celle du volontarisme politique et social. L'idée européenne reste une idée valide aujourd'hui pour penser notre condition, mais on avait besoin de cette espèce de moteur, de combustible du volontarisme politique. Or, au fil des années, qu'est-ce qui a dominé, au fond, dans cette construction européenne, dont je reste, moi, personnellement, mais je sais que c'est le cas aussi de notre ami Alexandre Adler, un fervent défenseur. Ce qui a dominé, c'est le paradigme néolibéral. C'est l'idée que quand l'économie va, tout va. Or, c'est une illusion. Les collectivités humaines ne reposent pas uniquement sur des échanges de bons procédés et sur des intérêts bien compris. Ça, c'est une définition économiste de l'humain qui était sans doute insuffisante pour fonder véritablement une Europe politique. Et le résultat, il est sous nos yeux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même en Europe aujourd'hui des forces qui sont des forces, on va dire, centrifuges, les forces nationalistes, mais pas seulement, qui sont des forces de destruction de cette machine européenne, au nom d'ailleurs d'une prodigieuse régression identitaire. Car ce qu'il est à l'œuvre aujourd'hui, ce qui travaille aujourd'hui profondément les sociétés européennes, c'est un rêve, à mon avis, funeste, mais il faut l'analyser, il faut en analyser toutes les raisons, tous les ressorts. C'est le rêve de détruire l'Europe. Il y a une partie de la population des grandes démocraties européennes, et j'y inclus personnellement des pays qui sont aujourd'hui menacés par le nationalisme, comme la Pologne, ou comme la République tchèque, ou comme la Hongrie. C'est le rêve de casser cette machine européenne. Il y a 30 à 40% des populations des grandes démocraties européennes qui sont animées du rêve de casser le mécano européen. D'ailleurs, prenons l'exemple de la France, parce qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment de faire toujours la leçon à nos voisins ou à nos partenaires européens. Si on prend l'exemple de la France, on peut se féliciter, quand on est des républicains démocrates, comme vous l'êtes sans doute tous, qu'il y ait eu la victoire finale d'un candidat qui représentait, pour aller vite, les valeurs de la République et des Lumières, contre le candidat de la régression xénophobe, qui était Marine Le Pen. Néanmoins, au premier tour des élections présidentielles, il y a entre 53 et 55% du corps électoral français qui se prononce pour des candidats qui sont, alors à des degrés divers naturellement, mais qui sont pour la sortie de l'Union européenne ou pour la sortie de l'euro, parfois pour les deux. C'est un chiffre considérable. Et si on adjoint à ces candidats des sensibilités qui continuent d'exister, qui sont celles, disons, d'une gauche anti-européenne qui ne se reconnaît pas dans Mélenchon, ou d'une droite anti-européenne qui ne se reconnaît pas dans Marine Le Pen, on a vraiment des proportions inquiétantes dans l'opinion de personnes qui sont traversées par ce fantasme d'en finir avec l'Union européenne. Alors pourquoi ce fantasme d'en finir avec l'Union européenne doit être combattu, mais doit être combattu à partir d'une position réaliste, c'est-à-dire à partir d'une position critique des réalisations de l'Union européenne. C'est qu'effectivement, aujourd'hui,
il m'apparaît que le meilleur moyen de sauver cette formidable aventure commune, on s'en rendra compte d'ailleurs dans les décennies qui viennent, on se rendra compte que ce qui s'est passé entre le traité de Rome et l'élargissement, en gros ces 40 années-là, ont été absolument décisives. Sont été, par parenthèse, j'ouvre une parenthèse à l'intérieur de ma grande réponse, mais sont été 40 années durant lesquelles le scénario de confrontation cataclysmique qu'avait en tête beaucoup d'esprits entre le bloc de l'Est soviétique et le monde capitaliste, disons, sous égide ou sous influence américaine, ce scénario, il a été déjoué. Mais il a été déjoué aussi, pas seulement en raison de l'existence d'une doctrine nucléaire de dissuasion réciproque. Il a été déjoué car l'Union européenne grandissait. C'était les moments où, effectivement, cette force stabilisatrice, j'allais dire au cœur du champ de bataille potentiel entre l'Est soviétique et l'Ouest américain, était en train de prendre corps. Ça a été, au fond, non pas les 30 glorieuses, mais les 40 glorieuses de l'Europe. Elles ont existé, ces 40 glorieuses, qui vont des années 50 aux années 90. Donc on ne rendra jamais assez hommage à ce moment du rêve européen, qui est le moment où il a pris corps et où, au fond, il a été comme une sorte de formidable microclimat de paix, parce que ça a été ça, le rêve européen, créé et qui a empêché la réalisation du scénario noir qui était celui de la confrontation nucléaire des deux blocs. Donc c'est dû en grande partie, il faut le dire aujourd'hui, à ce rêve européen. Mais nous en avons perdu la conscience. Nous en avons perdu la conscience car l'Europe, depuis les années 90, s'est élargie d'une manière, disons, non pensée, a flirté, et je vais y revenir, avec une autre tentation de l'illimitation philosophique, qui était, et d'ailleurs elle avait des côtés sympathiques, mais qui était la tentation de faire entrer un grand pays musulman, en grande partie d'ailleurs avancé, mais qui est aussi travaillé par la contre-révolution islamiste, et surtout depuis qu'il a pour président Erdogan. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est la Turquie. Donc ça a été un moment sans doute très fort de reflux de l'européisme dans les opinions européennes. On va y revenir dans un instant. Et enfin, l'Europe, même pour ceux qui l'aiment bien, même pour ceux qui soutiennent sa construction et son fonctionnement, on va dire bureaucratique, a fini par se confondre entièrement avec ce monstre froid décrit par Hans Magnus Enzensberger, l'essayiste allemand célèbre, dans un livre qui s'appelle justement Le monstre froid européen. C'est-à-dire qu'on était parti d'une utopie qui était celle de la fraternisation des peuples au nom d'une culture commune, au nom d'une âme culturelle commune, et on est arrivé à un mécano sans âme dont l'euro devait être l'emblème, mais qui apparaissait à la plupart des peuples comme une sorte de nouvelle prison des peuples, pour reprendre la formule qui était appliquée par les nationalistes tchèques pour parler de l'Empire austro-hongrois sous la férule duquel ils pensaient vivre en 1848. Donc, bizarrement, cette Europe qui devait donner un élan, en quelque sorte, à une mondialisation humanisée, cette Europe qui devait être la puissance d'équilibre entre les différents blocs en train de se réveiller, puisque depuis les années 90, on est dans un monde zéro polaire. Le monde a été décrit comme zéro polaire. C'est-à-dire un monde où il n'y a plus de puissance véritablement hégémonique. Il n'y a plus, en tout cas, la confrontation entre deux blocs représentés par les États-Unis d'un côté et par l'Union soviétique de l'autre. Donc dans ce monde-là, devenu zéro polaire ou multipolaire, c'est la même chose en réalité, l'Europe devait être une puissance stabilisatrice, une puissance qui allait diffuser autour d'elle un esprit de paix, de concorde, de conciliation, en tout cas de dialogue humaniste. Eh bien, elle l'a fait d'ailleurs en partie. Elle l'a fait. Je vous rappelle tout de même que les guerres de Yougoslavie, dans les années 90, ont été en grande partie solutionnées par les interventions européennes. En tout cas, les logiques de régression nationaliste qui étaient à l'œuvre dans les territoires de l'ex-Yougoslavie ont été en grande partie solutionnées, dépassées grâce aux interventions européennes, et d'ailleurs notamment françaises, il faut le reconnaître, celle de François Mitterrand, par exemple, lorsqu'il a pris conscience de la gravité de l'épuration ethnique de la Serbie. Mais enfin, l'Europe avait entre les mains, dans les années 90, des instruments pour être une force de stabilisation dans ce nouveau déséquilibre du monde qui se dessinait, et elle ne l'a pas été. Elle ne l'a pas été essentiellement en raison du fait qu'elle s'est laissée enfermer dans des processus bureaucratiques. Mais il y a une autre question
qui évidemment ici ne peut, à l'Institut Elie Wiesel, que nous intéresser. Il y a une autre question qui est une question plus identitaire et culturelle. C'est que c'était imprévisible dans les années 90, quand on était, disons, un eurocrate, un technocrate européen quelconque, bien intentionné. C'était imprévisible que la question du rapport des sociétés européennes avec l'islam prenne une place aussi considérable dans le débat public, mais même simplement, j'allais dire, dans l'existence de chacun. Après tout, vous voyez, on sort d'une séquence qui est intéressante, hein, mais au cours de laquelle, pendant 3 jours, y compris d'ailleurs sur les télévisions israéliennes, comme I-24, la question, indépendamment des 2 morts que nous continuons à célébrer, hein, mais la question, à part ces 2 immortels-là, c'était de savoir si on avait raison de rendre un avis qui appuyait le maire de Colombes dans les sanctions qu'elle prétendait déposer contre la supérette qui refusait de vendre à un public censément musulman des aliments comme le vin, par exemple, qui ne sont pas halal. Donc, si vous voulez, cette question-là, c'est inscrite au cœur de notre actualité, qu'on le veuille ou non. Et bien évidemment, par rapport à cette question-là, autour de laquelle on fait peut-être d'ailleurs un battage excessif, mais le fait est là. Le fait est qu'elle, si vous voulez, on ne change pas le réel. Hein. Comme dirait Finkielkraut, c'est le réel. Le réel de notre situation d'aujourd'hui, c'est que cette question musulmane, cette question de l'islam et de l'islamisme en terre européenne occupe une place absolument démesurée dans le débat public. Et donc c'est vrai qu'à cette aune-là, l'Union européenne, qui est quand même fondée sur une idée de libre-échange, de circulation culturelle, d'ouverture à l'altérité, de plus jamais ça, de doctrine du plus jamais ça, telle que Joschka Fischer, par exemple, avait pu la théoriser dans la lignée du patriotisme constitutionnel de Jürgen Habermas, cette Europe apparaît, de tout point de vue, hein, en raison de son libéralisme culturel, comme trop ouverte à une partie non négligeable des populations des sociétés européennes qui, aujourd'hui, face à ce qu'elles vivent, je ne dis pas qu'elles ont raison, mais face à ce qu'elles vivent comme la menace de l'islamisme, préemptent la fermeture ou préemptent la refermeture. Et donc, un des décalages cognitifs, si vous voulez, une des raisons, disons, philosophiques, au fond, et pas seulement politiques, pour lesquelles l'Europe, aujourd'hui, peine à convaincre, c'est qu'elle apparaît comme étant, au fond, l'instrument d'une mondialisation qui risquerait, et là je me fais l'interprète d'une pensée qui n'est pas forcément la mienne, hein, mais qui risquerait, pour cette partie-là de l'opinion obsédée par la question musulmane, de dissoudre l'être européen dans quelque chose de plus vague, de plus vaste, mais aussi de plus menaçant. On peut peut-être prendre un autre tour de questions, mais je ne sais pas si Alexandre va venir, là, je commence à avoir un peu peur, là. C'est dommage qu'il ne soit pas avec nous, parce qu'il nous éclairerait sur ces points-là. Je voulais savoir dans quelle mesure les Juifs et Israël allaient faire les frais justement de l'émergence du nationalisme dans les pays de l'Est et d'un internationalisme, par exemple avec des partis comme les Insoumis en France ou très bien. le Labour en Angleterre. Merci. Parce que j'ai l'impression voilà, qu'on n'a pas du tout le même c'est une question, vous m'autorisez, je réponds tout de suite à cette question-là. On se décale un tout petit peu de la crise de la civilisation européenne, quoique vous posez une question décisive. Et je sentais bien, là, c'est ma dernière intervention médiatique, c'était à I-24 avant-hier, je sentais que ça les passionnait. C'est-à-dire que je sens qu'effectivement, dans la société israélienne que nous aimons, que nous connaissons tous, il y a une interrogation sur, au fond, la direction que va prendre l'Europe. Et vous avez bien compris que j'attendais Alexandre, donc moi je ne me prononçais pas comme politologue, donc je mettais le débat, dans une autre dimension, qui est une dimension de réflexion plus civilisationnelle. Les Israéliens attendent beaucoup de savoir ce que l'Europe va devenir, en fait. Vous avez absolument raison. Et je crois qu'il y a une interrogation sur ces populismes, au fond, antilibéraux, enfin, qui sont animés d'une haine de la culture libérale, qui aujourd'hui donc menacent une partie de la scène politique européenne. Les Français, d'ailleurs, encore une fois, n'ont pas de leçon à donner, parce que nous avons, nous aussi, nos 2 populismes maison. Alors, l'un qui semble un peu abattu,
par la contre-performance télévisuelle de sa présidente, mais enfin, il est quand même là, et il a des électeurs. Et puis l'autre qui ronge son frein dans une opposition véhémente, mais qui est là aussi, hein, même si le chef, en l'occurrence, peut être contesté ici ou là. Mais enfin, nous avons, dans toutes les grandes démocraties européennes, des forces populistes qui sont à l'œuvre et qui sont très puissantes. Néanmoins, votre question était très précise et complète, car vous les distinguiez dans votre question. Et je crois, connaissant un peu Israël, que la distinction est faite. C'est-à-dire que les officiels israéliens, les intellectuels israéliens, les journalistes israéliens, ils regardent cette scène européenne en pleine recomposition, cette scène dans laquelle il y a des forces républicaines et démocratiques incontestables, absolument incontestables. Macron les représente, Merkel en Allemagne, tout ça est incontestable. Mais cette scène où il y a aussi des forces noires, des forces sombres, des forces qui sont celles de l'obscurantisme. Mais pour les Israéliens, je crois qu'une des questions les plus intéressantes au fond pour eux, quand ils regardent en particulier un pays européen avec lequel ils ont une affinité élective depuis longtemps, qui est la France. Une affinité élective, mais aussi des relations compliquées. Bon. Au fond, je crois vraiment que beaucoup d'Israéliens se demandent. Ils n'aiment pas le Front National, ils n'aiment pas Marine Le Pen. Faut pas, vous voyez, les Israéliens qui sont pro-Front National sont quand même très, 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 très minoritaires. Mais en revanche, ils ont une interrogation sur ce vieil antisémitisme d'extrême droite, souvent lié à un catholicisme traditionnaliste. Au fond, ils se disent, oui, bon, bien sûr, c'est pas bien, et ces gens-là sont très méchants, mais ils sont en perte de vitesse. Et en revanche, il y a l'identification grandissante, à tort ou à raison, mais dans un certain discours israélien, il y a une identification grandissante de ce que nous, ici en France, nous appelons l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, dans l'échelle de Richter des inquiétudes que les Israéliens peuvent avoir sur les évolutions nationales populistes à l'intérieur de l'Europe, un certain populisme d'extrême droite lié à un catholicisme traditionnel, et même un revival de ce catholicisme traditionnel tel qu'il existe aujourd'hui en Pologne, et c'est honteux. Mais je crois que globalement, les élites israéliennes sont moins inquiètes de cela que du basculement et de cette espèce de fusion malsaine entre une partie des trotskistes des sociétés européennes, et en France on en a un certain nombre, et des islamistes plus ou moins déclarés. Ça, cette collusion-là, cette espèce de court-circuit qui pourrait avoir lieu un jour entre des banlieues en partie, disons, travaillées par les frères musulmans et une extrême gauche politique qui essaye de rassembler derrière elle toutes les colères populaires, ça, je crois que c'est un scénario qui fait très très peur aux officiels israéliens, et pas que aux officiels de la droite israélienne. Je crois que la gauche israélienne, si vous prenez un journal comme Haaretz, etc., ils sont absolument lucides sur les risques potentiels que fait peser sur la paix civile en Europe, sur l'habitabilité même des sociétés européennes, la jonction potentielle, qui n'est pas encore totalement avérée, mais enfin on sent qu'il y a des flirts entre une gauche perdue, une gauche égarée, comme dit Valls, et des islamistes plus ou moins déclarés. Ça, je crois que c'est un scénario qui les terrifie. Je voulais reprendre un peu le point où là vous avez terminé tout à l'heure, c'est-à-dire tous ces défis pour l'Europe, c'est peut-être aussi une opportunité, parce qu'il y avait quelque chose un peu irréaliste dans la démarche d'origine d'une Europe sans frontières et sans identité. Parce que j'ai pensé, après avoir écouté hier soir l'écrivain qui a gagné le prix avec un livre sur Mengele. Et lui, Olivier Guèze. Il a parlé de... Désolé. Il avait commencé ses propos hier soir en parlant de l'Europe comme essentiellement germanique, et que sa définition de germanique était assez large. Mais ça me fait penser quelle identité peut trouver l'Europe pour faire face aux extrêmes de toutes sortes, mais quand même il doit avoir quand même des points communs entre les civilisations,
au-delà de la... Juste, dites-nous un mot de plus pour qu'on recontextualise, comme on dit, hein, le propos de Guez, d'Olivier Guez, quand il dit que l'Europe est germanique, qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'ai pas suivi ça. C'est juste pour comprendre ce qu'il voulait dire, oui. Il a grandi à Strasbourg. Oui, ça je sais. Et c'est un Alsacien. Ouais, il était très influencé par le monde germanique. Et pour lui, ça allait bien au-delà des frontières de l'Allemagne. C'est allé le nord de l'Italie, de la Pologne, les pays baltes, etc. L'esprit européen aujourd'hui serait d'abord une sorte d'extension de l'Allemagne. En tout cas, il disait que pour lui, les racines les plus profondes pour une conception de l'Europe se trouvaient là. Alors, c'est possible, mais alors, si Olivier Guez a raison, et après tout, c'est vrai que l'Allemagne a été, pendant des siècles, la première nation européenne, elle est d'ailleurs restée, c'était le premier empire européen, et c'était aussi d'ailleurs une terre juive. Hein. L'Allemagne, c'était une terre d'élection du judaïsme européen. S'il a raison, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ce qui travaille aussi profondément la nation allemande aujourd'hui, hein, la République fédérale allemande, depuis qu'elle est devenue République de Berlin, c'est-à-dire depuis justement la chute du mur de Berlin, c'est très profondément un champ de tension entre deux conceptions au fond de la germanité. La conception qu'un philosophe aujourd'hui célèbre, qui s'appelle Jürgen Habermas, qui était le théoricien du patriotisme constitutionnel, avait élaboré dans les années qui ont suivi la dénazification. Cette conception, elle consiste à dire que ce qui est allemand, c'est l'identification abstraite au principe de la constitution de la République fédérale allemande. Et puis, il y a une conception plus nationale, je ne dirais pas forcément nationaliste d'ailleurs, mais plus nationale, que d'autres intellectuels incarnent, Heinrich Winkler, des gens comme ça, qui eux sont les tenants d'un être germanique qui ressemble au fond, à ce que certains sur la scène de la droite française peuvent appeler l'identité française. Vous voyez, quand Nicolas Sarkozy hier, aujourd'hui Laurent Wauquiez se réfèrent à une identité française, ils ont en vue quelque chose qui n'est pas réductible à l'acquisition d'un passeport français ou à l'adhésion à la Constitution française. Ils ont en vue quelque chose dont la définition même est plus subjective et plus liée à une historicité particulière qui serait l'historicité de la nation française, mais pas simplement de la Constitution de la France. Hein, vous voyez, donc c'est la même différence. Et donc, en Allemagne, se pose aujourd'hui de façon très âpre ce débat. Et il y a un certain nombre de personnes qui reprochent à Merkel d'avoir trahi, en quelque sorte, l'être germanique en ouvrant grand les bras de l'Allemagne aux migrants venus notamment de Syrie et d'Irak. Et ce reproche, contrairement à ce qu'on lit souvent dans la presse française, il ne se situe pas simplement à un niveau, j'allais dire, bêtement économique. C'est pas simplement, si vous voulez, une sorte de racisme, de ressentiment qui s'exprime à l'égard des migrants. C'est vraiment la conception même de l'être allemand. C'est presque une métaphysique nationale, si vous voulez, qui est en jeu. Pour les détracteurs de Merkel, au fond, Madame Merkel, en accueillant tant de migrants, en faisant un effort qui est sans proportion avec celui que la France a fait, hein, par parenthèse, eh bien, Madame Merkel a trahi l'être allemand, l'impérissable être allemand. C'est ça le vrai reproche qui lui est fait. Et notamment par des personnalités qui, pour certaines, continuent de se classer à gauche, comme, par exemple, l'essayiste à succès et à scandale Thilo Sarrazin. Hein. Thilo Sarrazin, c'est le grand dénonciateur de ce qu'on pourrait appeler le grand remplacement à l'allemande, si vous voulez, hein, de la version allemande du grand remplacement. Donc on voit bien que cette question identitaire, posée au bon niveau où elle doit être posée, c'est-à-dire à un niveau qui n'est pas simplement économique, qui n'est pas simplement politique, mais qui est, si j'ose dire, politologique, hein, c'est le niveau où on souhaitait vous en parler avec Alexandre Adler, elle reconfigure l'espace démocratique de toutes les grandes démocraties européennes. Mais justement, dans cette querelle-là, cette querelle-là ne fait que refléter dans chacune des nations européennes ce qu'il y va de l'idée que l'on se fait de l'Europe. Car si on défend une idée habermasienne de la nation allemande, on va défendre aussi une idée habermasienne de la nation européenne. C'est-à-dire on va penser que l'être européen
n'a pas besoin de se confondre avec une définition substantielle, définitive et fermée, repliée sur elle-même de l'être européen. Si en revanche, on défend une idée, on va dire, plus sarrazinienne de l'être allemand, on va aussi pencher du côté d'une définition de l'être européen qui réclame d'abord des limites, des bordures, des frontières, et peut-être, de donner une substance charnelle à cet être européen. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il me paraît difficile, moi, comme spectateur engagé, comme disait Aron, de défendre l'Europe sans lui redonner un peu de substance charnelle. Et ça ne veut pas dire faire une concession à tous les discours populistes, en aucun cas, mais ça veut dire prendre en considération une colère populaire qui s'exprime aujourd'hui contre l'idéal européen et qui lui reproche d'être désincarné. Bonsoir. Double question en fait. On parle d'idéal européen. C'est vrai qu'il n'y en a peut-être plus aujourd'hui d'idéal européen. Ça sous-entend qu'il faut, depuis très longtemps, on parle de redéfinir l'Europe et il n'y a rien qui est fait pour redéfinir l'Europe à l'heure actuelle. Les Chinois, ils arrivent à faire une planification sur 15 ou 20 ans. Donc ce qui manque peut-être pour l'Europe, c'est d'avoir une planification un peu, alors peut-être pas à 15 ou à 20 ans, mais au moins à 10 ans, pour avoir une vision claire de ce qu'attendent au minimum un certain nombre de pays et au maximum un petit peu ce que peuvent attendre des gens de l'Europe. Économiquement, on est complètement à la rue. Les États-Unis, d'un côté, sont capables de faire un embargo et l'Europe n'est pas capable de faire un embargo. Les Chinois empêchent l'entrée des produits européens en Chine, alors que les produits chinois sont déversés. Donc, je crois que la première des choses à faire, c'est de donner un idéal, de donner une vision et surtout la faire communiquer cette vision auprès des gens. Les gens n'ont pas de vision des bonnes choses que font l'Europe. Je suis sûr que si on demande aux gens, si on fait un sondage dans la salle, personne ne sait les bonnes choses qui sont apportées par l'Europe. Pourquoi il n'y a pas de communication ? Et la presse peut avoir un vrai rôle. Et surtout, on a un ministre maintenant qui s'occupe de l'Europe. On n'entend pas beaucoup parler de choses. Et surtout, l'école ne fait rien pour apprendre aux jeunes ce que c'est que l'Europe. Alors, ne peut-on pas faire un effort de communication sur ce que fait de bien l'Europe et puis voir un peu l'attendu de ce que veulent les peuples à travers ça ? Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions si vous voulez. Bonjour, Kevin, enchanté. En fait, moi je suis un peu moins sceptique sur la communication qu'on a sur l'Europe actuellement. Je suis encore étudiant et c'est vrai que ce soit depuis le collège, le lycée, les classes prépa et ces choses-là, on entend pas mal parler d'Europe et même dans la presse, on lit pas mal de choses qui nous permettent de nous éclairer sur le sujet. Et en fait, moi, ma question, elle est plus sur le biais qui doit être utilisé pour construire cette Europe. Est-ce que vous pensez que c'est plus une Europe qui doit se construire de manière politique ? Est-ce que ça doit être plus une économie globale qui doit nous aider à nous rapprocher sur l'Europe ? Ou est-ce que ça doit être, je ne sais pas, par exemple, sociétal ? Ou quel est pour vous vraiment le point d'ancrage que va prendre la construction de cette Europe qui, selon moi, devra de manière nécessaire se construire dans les prochaines années ? Merci beaucoup pour cette question difficile d'ailleurs, essentielle et difficile, oui. Moi, je voudrais bien risquer une question. J'essaierai de risquer une réponse, vous savez. Voilà, quelquefois, les peuples européens, les populations européennes sont trompées par la tentation des modérés de choisir le continuum plutôt que la rupture avec les extrémistes. Il y a une sorte de continuum idéologique qui va faire que des partis modérés acceptent de ne pas être trop offensifs à l'égard des populistes, des extrémistes. On voit cette histoire de continuum, par exemple, notamment à l'extrême gauche, avec ce que Valls, et je reprends très volontiers ce terme à mon compte, avec les islamo-gauchistes, avec des gens qui cherchent avant tout à combattre la démocratie et la République. Est-ce que ceci ne brouille pas les pistes ? Est-ce que ceci ne démobilise pas les peuples européens parce que tout simplement, on a très peur de ce qu'est la rupture. Merci beaucoup. Oui, la rupture au sens, bien sûr, de la rupture démocratique. Oui, alors commençons par cette question du continuum.
l'une des raisons qu'on n'a pas évoquées, parce que c'est multifactoriel, ces phénomènes historiques, de toute façon, sont passionnants parce qu'ils répondent évidemment à des facteurs de nature très différentes. Je ne veux pas d'ailleurs vous donner le sentiment que je minimise les facteurs d'ordre économique. Ils existent naturellement, et le ressentiment économique peut exister aussi dans ce désir qu'exprime une partie des opinions européennes de mettre des frontières et d'accueillir le moins possible de personnes venues de continents autres que l'Europe. Aujourd'hui, c'est évident qu'il y a une focalisation des opinions là-dessus, et pour des raisons également économiques, que je ne minore pas. Néanmoins, ce qui est plus intéressant pour l'étude de la crise, la nouvelle crise, non pas des sciences européennes, comme disait Husserl, mais de l'identité européenne, ce nouveau malaise dans la civilisation européenne, c'est d'essayer d'analyser des raisons qui sont plus d'ordre politique et idéologique. Et parmi les raisons d'ordre politique et idéologique, je suis d'accord avec vous, il y a cette question du continuum, ce que vous appelez le continuum. Sous-entendu, ou autrement dit, la tendance des partis non populistes, c'est-à-dire si on parle clairement en France de tout ce qui n'est ni Front National, ni France Insoumise, à pratiquer sur des sujets importants, soit une politique de low profile, soit une politique de bord à bord pervers, avec des attitudes populistes. Alors concernant la politique low profile, on en a un exemple qui est le cœur de notre soirée d'aujourd'hui. C'est la question européenne. C'est vrai que les Républicains à droite, le Parti socialiste à gauche, pendant des années, ont renoncé, sans d'ailleurs aller jusqu'au bout de ce renoncement, mais ils ont renoncé à porter haut le flambeau de l'idéal européen. Et ce renoncement, d'ailleurs, date probablement d'un moment qui a été un moment de cassure énorme dans la société française, pour tous ceux qui la sondent, pour tous ceux qui l'étudient, pour tous ceux qui font remonter vers le politique des études de terrain. Ça a été, vous vous en souvenez, en 2005, le vote inattendu sur le traité constitutionnel européen. La plupart des experts prédisaient quand même un passage à la limite, mais une victoire à l'arraché du oui. Et finalement, c'est le non qui l'a emporté avec 55,5% des suffrages. Donc il y avait une déferlante du non. Par parenthèse, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est confirmé, je crois, par l'intéressé, mais Nicolas Sarkozy a compris à ce moment-là qu'il aurait besoin des conseils du funeste Patrick Buisson, puisque Patrick Buisson, qui à l'époque était journaliste et présentateur sur LCI, lui avait dit « Tu verras, le non va l'emporter à 55,5%. » Le non l'emporte à 55,5%. Et Nicolas Sarkozy, qui est impressionnable, comme tous les hommes politiques, par les nouveaux devins, se dit « Mais j'ai absolument besoin de m'attacher les services de ce monsieur qui avait, à la décimale près, qui avait deviné le score, raconte-t-il, qui avait deviné le score du non. » Tout ça pour dire qu'effectivement, il existe un continuum. Et ce continuum, il prend des formes perverses quand, par exemple, au nom justement d'une sorte de triangulation mal pensée du vote populiste, on va jusqu'à faire porter à l'Europe la responsabilité d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la société française. Et c'est une tendance, ça il faut le reconnaître, qui a été très bien partagée par tous les partis de gouvernement, donc je dis bien tous les partis de gouvernement, pas les partis populistes. Ça a été partagé au MoDem, ça a été partagé aux Républicains, ça a été partagé au Parti socialiste. Ils ont eu depuis une vingtaine d'années, au fond, une tendance commune et récurrente à traiter l'Europe et les institutions européennes comme bouc émissaire trop facile. Alors répondons aussi sur la question au fond de la planification. Est-ce que c'est possible d'imaginer des politiques européennes se projetant dans le temps? Oui, naturellement. Et d'ailleurs, là, on est dans un moment d'attentisme et de bascule, et j'aurais aimé qu'Alexandre soit là pour nous parler de ce qu'il pense, parce que là, je n'ai pas d'opinion, mais de ce qu'il pense possible comme sortie de crise pour Mme Merkel. Mais si Mme Merkel arrive à sortir de la crise gouvernementale dans laquelle elle est placée aujourd'hui, si elle arrive à se forger des alliances qui lui permettent de fonder un gouvernement, de fonder une majorité et de déclarer un gouvernement. Il est assez probable qu'il y ait dans la tête d'Emmanuel Macron, je ne suis pas dans sa tête et je ne le connais pas suffisamment pour parler à sa place, mais en revanche, il y a probablement dans la tête d'Emmanuel Macron, depuis qu'il a rejoint l'Élysée, un plan, qui n'est pas un plan
secret, qui n'est pas un plan caché, mais pour justement faire repartir l'Europe sur des bases nouvelles qui seraient celles du très long terme. Je pense que Macron rêve que Mme Merkel s'en sorte. Il ne peut pas l'aider beaucoup, mais il rêve que sur la scène domestique allemande, elle s'en sorte pour faire repartir l'Europe sur des bases qui seraient celles, sinon de la planification, mais en tout cas d'un plan à 20 ou 25 ans de développement, de redéveloppement, de nouvelles dynamiques de cette Union européenne. Et enfin, donc, il y avait votre question, c'était sur la question de la... Voilà, et comment est-ce qu'on reconstruit du sentiment d'appartenance européen? Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la question que le monsieur posait sur le rôle éventuel de l'école. Mon sentiment aujourd'hui, vous voyez, c'est que... Et ça n'est qu'un sentiment, c'est pas une analyse, hein, là. Mon sentiment, c'est que malheureusement, c'est comme ça. Prenons acte du réel. Hein. Depuis une vingtaine d'années, vous avez un recul de la ferveur européenne dans l'ensemble des... Ah oui. Vous avez un recul, c'est mieux comme ça? D'accord. Vous avez un recul de la ferveur européenne dans l'ensemble des pays. Mais c'est valable aussi d'ailleurs chez des pays qui n'ont pas à se plaindre de l'Europe, mais plutôt à s'en féliciter. Hein, l'Espagne, l'Italie, etc. connaissent une sorte de désaffection pour l'appartenance européenne. Donc comment est-ce qu'on recrée, sinon du rêve, on n'en est pas là, mais en tout cas un sentiment de fierté d'appartenance? Car tout passe en fait par ça, c'est la fierté d'appartenance. Moi, je suis assez sensible à ce qu'a dit le monsieur, enfin, en tout cas la question qui se posait sur le rôle que pourrait jouer l'école. C'est vrai qu'il est décevant, il est même navrant que l'éducation nationale en France n'ait pas plus reçu mandat du politique pour développer vraiment cette idée d'une citoyenneté européenne dès le plus jeune âge. Alors, on apprend les langues étrangères, ça c'est déjà pas mal, mais il faudrait qu'il y ait vraiment des cours d'éducation civique européenne. Moi, c'est mon idée. Hein. Là, je vous la livre, je ne l'avais pas, mais je pense que c'est ça qu'il faudrait au niveau scolaire, que très vite, peut-être dès le CE2, dès le CM1, quand une certaine conscience des choses du monde, de la géographie, de l'histoire se développe, on reçoive des cours d'éducation civique européenne. Car c'est comme ça qu'on forge une identité, c'est aussi dès le plus jeune âge, naturellement. C'est pas quand vous avez 25 ans que vous allez devenir européen, vous voyez, c'est quand vous êtes dans un bain naturel d'éducation dès le plus jeune âge, on vous explique que c'est une dimension importante de votre identité, mais c'est pas ce qu'on fait. L'éducation nationale en France reste très franco-centrée, et les systèmes scolaires de nos partenaires européens sont également très nationaux-centrés. Ils sont très centrés sur les problématiques de la nation. Donc ça, c'est très important. Deuxième chose, dans le prolongement de vos questions, je pense qu'une histoire commune franco-allemande, ça a un sens. Alors pas quand on est en CE2 ou en CM1, mais ça a un sens quand on est au collège et au lycée. Ça serait déjà pas mal à l'intérieur de l'enseignement de l'histoire, on fasse comprendre qu'au fond, ces deux nations qui se sont beaucoup déchirées ont aujourd'hui partie liée. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Pour forger, parce que c'est vrai que là, ça rejoint des considérations politiques plus générales qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Merkel et Macron, qui sont les deux acteurs principaux aujourd'hui de la pièce européenne, ils ont raison de penser que la relance éventuelle de cette construction, de cette dynamique historique, va passer par la France et l'Allemagne. Ils ont raison, ça ne pourra passer que par la France et l'Allemagne. Donc, à ce titre, enseigner le franco-allemand aurait un sens. Et enfin, effectivement, moi, je ne suis pas tellement de ceux, vous voyez, qui croient, mais j'ai peut-être tort, hein, mais que les sociétés vont comme ça, par enchantement, se rapprocher. Je n'ai pas ce sentiment. J'ai le sentiment, au contraire, que depuis des années, on est plutôt dans des processus de renationalisation mentale, et qui ne sont pas liés que, d'ailleurs, à la xénophobie et à l'extrémisme. Hein. C'est que l'horizon mental des Français... Regardez d'ailleurs les chaînes info. Les chaînes info, c'est des machines très performantes. Hein. Mais la place, ces machines performantes au plan médiatique, elles occupent une place très importante aujourd'hui. Mais regardez la place qui occupe le franco-français. Elle est considérable. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, malgré la mondialisation, l'espace mental médiatique des Français, il est d'abord français. Donc je ne crois pas beaucoup, vous voyez, à un rapprochement spontané des sociétés. Par contre, vous posiez la question là-dessus, à titre personnel, c'est une opinion, mais je crois énormément, en ce qui concerne l'Europe, au volontarisme politique. C'est-à-dire s'il y a un volontarisme politique, s'il y a une volonté fervente, ardente de refaire cette Europe, de refaire aimer l'Europe,
comme elle existait encore en 1992. Hein. Moi, j'étais à peine étudiant, je sortais du lycée en 92, et je me souviens d'une campagne, c'était une campagne d'ailleurs commune à la droite et à la gauche en France. À l'époque, donc c'était le RPR et l'UDF et le Parti socialiste. Mais la campagne, c'était pour Maastricht, hein, c'était « Fais-moi l'Europe ». Et on voyait Simone Veil, Elisabeth Guigou, etc., qui posaient sur des affiches, Alain Guy, etc. Il y avait un désir d'Europe qui existait encore. C'est-à-dire que les anti-européens, qui sont aujourd'hui une majorité, encore une fois sociologique, n'exerçaient pas comme aujourd'hui cette espèce d'hégémonie culturelle, hein, pour parler comme Gramsci, qu'ils exercent désormais. Et donc, comment les contrebattre ? Comment faire feu ? Comment riposter, démocratiquement, naturellement, pacifiquement, mais à ces discours-là ? Je crois que ça passe par le volontarisme politique. Et donc, de ce point de vue-là, on peut ne pas être macroniste, et c'est mon cas, je ne suis pas macroniste, mais j'attends beaucoup de cette présidence. Je pense que le volontarisme européen affiché par Emmanuel Macron peut rendre un immense service à la cause européenne. Je crois. Et si je parle trop fort, vous me le dites. Hein. Je souscris parfaitement à ce que vous venez de dire sur le volontarisme politique. Je voulais savoir, si on parle des perspectives, selon vous, est-ce qu'on va éventuellement vers un ministère économique franco-allemand à long terme ? C'est une très bonne question. Alors, c'est dommage là vraiment qu'Alexandre ne soit pas là, car Alexandre est l'ami de beaucoup de gens, mais notamment de Jack Lang. Et j'espère ne pas vous révéler un secret en vous disant, mais je crois que ça avait été plus ou moins publié. Enfin, jamais vraiment. Enfin, Nicolas Sarkozy, en tout cas, à un moment, se demandait si il n'allait pas confier ce ministère, qui aurait été donc un ministère régalien franco-allemand, donc accepté par les Allemands aussi, à Jack Lang. Et Jack Lang s'interrogeait sur l'opportunité pour lui de rejoindre ce gouvernement dans une fonction qui aurait été binationale. Et finalement, c'est pas par Jack Lang, mais ça s'est pas fait. Sarko y a renoncé. Probablement d'ailleurs, on peut en émettre l'hypothèse, mais si Alexandre était là, il nous le dirait, mais sous l'influence de ceux qui, dans son propre camp, lui disaient « mais non, mais écoute la colère anti-européenne du peuple, ne fais surtout pas ça, ça va être mal pris ». Des gens comme Guénaud, par exemple, ou comme Buisson, qui exerçaient déjà à l'époque une influence sur lui, et qui sont, chacun le sait, des hommes probablement intelligents et estimables, mais qui sont quand même de farouches anti-européens. Donc malheureusement, jusqu'à maintenant, ce type d'initiative n'a pas abouti. Mais là où effectivement on a quand même une raison d'espérer, c'est qu'avec un Macron, tout est possible. Je veux dire, ces bonnes choses-là, hein, cette bonne imprévisibilité-là pourrait se réaliser. C'est-à-dire que Macron, dans 3 ans, s'il a réussi à relancer l'Europe avec Merkel, il peut très bien se dire, mais oui, il faut qu'on ait une ministre ou un ministre qui soit des 2 pays, quoi, qui représente les 2 pays. C'est possible. J'aurais aimé avoir votre opinion sur la crise catalane. Par exemple, je pense que c'est un paradoxe assez intéressant parce que si vous prenez leur nationalisme, il est pro-européen et la Catalogne est la région la plus accueillante envers les immigrés. Alors je pense que pour rebondir sur ce que vous avez dit, les raisons sont sûrement plus profondes et sociologiques et j'aurais aimé avancer sur ce terrain-là. Oui, si vous voulez, on peut avoir une position mesurée sur cette affaire. C'est-à-dire, on peut dire qu'une indépendance de la Catalogne dans les circonstances actuelles serait une catastrophe, et à titre personnel, je le pense, et reconnaître néanmoins qu'à l'intérieur de l'Hispanidad, de la civilisation espagnole, la Catalogne a toujours été une terre de liberté et de démocratie. C'était d'ailleurs la position d'un George Orwell, souvenez-vous, hein, dans un livre célèbre, il célébrait pas seulement les combattants antifranquistes, il célébrait cet esprit de tolérance et de liberté, qui est commun d'ailleurs, c'est étrange, mais qui est commun à la ville de Barcelone et à la ville de Toulouse. Ce sont 2 villes, vous voyez, qui se répondent chacune et qui ont en commun une culture libertaire. Donc cette culture libertaire, moi, je ne suis pas de ceux qui la sous-estiment aujourd'hui. Elle existe réellement et elle justifie jusqu'à un certain point, même si ça n'est pas ma position, mais ceux des nationalistes ou des indépendantistes catalans qui reprochent à Felipe d'être au fond un restaurateur, un roi de restauration, qui ne veut pas que l'autonomie ou que la singularité catalane s'exprime. Néanmoins, justement, je tendrais à être culturellement catalan, pour résumer ma position,
et politiquement espagnol. C'est-à-dire, je pense qu'une sécession de la Catalogne dans les circonstances actuelles, ça serait absolument dramatique. Ça serait absolument dramatique pour 2 raisons. Ça serait probablement l'occasion pour la Catalogne de s'enfoncer dans une crise politique majeure, parce qu'il n'y a pas de consensus sur la ligne politique à tenir en Catalogne. Hein. Les indépendantistes, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Vous avez des nationalistes catalans classiques qui sont plutôt de droite dure, vous avez des trotskistes catalans, des anarchistes. Donc comment ces gens-là vont-ils s'entendre une fois qu'ils seront à la tête du gouvernement? C'est un vrai problème. Et puis par ailleurs, il y a un autre argument qui avait été énoncé dans un entretien qu'il avait donné à El País par l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, qui suivait cette crise de très près, parce que ça l'intéresse. Il est lui-même catalan de famille, espagnol d'origine. Bon. Et il avait dit, ce qui me paraît être vrai, là pour le coup je crois que c'est vrai, il avait dit dans l'hypothèse d'une sécession, d'une déclaration d'indépendance unilatérale, si vous voulez, de la Generalitat de Catalogne, il y aurait un risque de contamination à l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'ordre européen d'aujourd'hui, hein, qui n'est pas un ordre inique, qui est un ordre démocratique, mais il est fondé quand même sur des frontières sûres. Et si vous avez demain en France une région comme la Corse, en Allemagne une région comme la Bavière, en Italie une région comme la Lombardie, qui se mettent à se la jouer à la catalane, vous imaginez la catastrophe que c'est. C'est-à-dire qu'il y aura un processus de dilution démocratique et peut-être aussi de retour des guerres au sein même de l'Europe. Car souvenez-vous toujours, c'est aussi, on parle toujours de réalité historique friable. Le rêve européen, il se construit sur le dépassement de 2 tragédies. Historiquement, au XVIe siècle, celle des guerres de religion, et plus récemment, celle des 2 guerres mondiales fratricides, qui ont été une explosion des nationalismes. Donc c'est vrai qu'on ne touche pas impunément aux frontières des États, même dans une Europe stabilisée par 65 ans de paix, de quasi-paix, ex-Yougoslavie mise à part. Oui. Alexis, j'admire beaucoup votre érudition et votre grand sens logique. Aussi, je me permets de vous poser la question, comment expliquez-vous que Macron se soit autorisé hier à téléphoner à Trump pour lui demander de ne pas reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Alors, là encore, voyez, je ne connais pas le président de la République pour vous détailler l'ensemble des fonctionnements de ses synapses et vous dire ce qui l'a conduit à faire ce geste. Mais j'ai quand même mon idée. Alexandre serait très intéressant sur le sujet aussi, parce qu'on en aurait évidemment parlé avec vous. Mais je pense que Macron a une ligne, parlons d'abord, avant d'évoquer ce fait-là précis, de sa ligne géopolitique, de sa politique étrangère. Elle est frappante au fond de gaullisme, c'est-à-dire que c'est le retour à une certaine conception gaullienne de la France. Alors on peut d'ailleurs accompagner ce retour ou au contraire le critiquer. Ce qui est sûr, c'est que si on fait un constat, j'allais dire, impartial, Macron, c'est la fin, c'est vraiment la fin d'un moment qui a marqué la diplomatie française depuis, disons, une bonne dizaine d'années, peut-être même une petite quinzaine d'années, qui a été le moment néoconservateur. Il y a eu, c'est vrai, Védrine le déplorait d'ailleurs, parce que lui, Védrine se pense comme anti-néoconservateur, mais il y a eu une influence importante, hein, des analyses néoconservatrices sur la diplomatie française pendant une petite quinzaine d'années. Et les présidences de Nicolas Sarkozy puis de François Hollande ont quand même accompagné, disons, le développement de ces conceptions-là. Pour résumer, c'est quoi la conception néoconservatrice du monde? C'est l'idée que partout où c'est possible, il faut pousser les feux de la démocratie. C'est en ce nom, d'ailleurs, qu'on a fait la guerre d'Irak, qui, de ce point de vue-là, n'était pas une guerre illégitime, c'était même une guerre hautement légitime. C'est aussi en ce nom qu'on a fait, en 2011, une intervention, heureuse d'ailleurs, contre le massacreur Kadhafi à Benghazi. Donc tout ça relève peu ou prou d'une position, d'une posture diplomatique qui est néoconservatrice. L'idée que partout où c'est possible, il faut châtier les tyrans et les remplacer par des démocrates. Mais je crois qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans cette configuration idéologique. Je crois qu'il craint l'interventionnisme démocratique. C'est la raison pour laquelle il fait preuve d'un réalisme presque cynique avec tous les grands tyrans de cette planète. Et je dis réalisme cynique, ça ne veut pas dire collusion, il les combat, mais il pense qu'il faut faire avec eux, et que ça ne sert à rien de rêver de les remplacer. Je résume en gros, vous voyez ça, ce qui apparaît comme étant sa position diplomatique aujourd'hui.
Et concernant les États-Unis de Trump, il veut établir une relation de confiance avec Donald Trump, quoi qu'il pense sans doute des bizarreries du personnage, et il ne veut surtout pas qu'une partie de l'agenda néoconservateur que Trump a récupéré, en fait, continue d'imprimer sa marque à la politique française. Et c'est la raison pour laquelle, sur cette question de Jérusalem, dont il pense, à tort ou à raison, hein, que c'est une question à la fois très épineuse et très explosive, il a exprimé une position en dissensus complet avec celui des autorités israéliennes. En tout cas, des autorités actuelles d'Israël, car cette question, d'ailleurs, elle-même, sans doute, divise dans la société israélienne. Hein. J'entendais, d'ailleurs, Alisa Binoun ce matin, qui a été interrompue parce qu'il y avait un problème de liaison téléphonique avec son bureau, mais elle exprimait plutôt sa joie. Mais je pense que si j'avais appelé Elie Barnavi, il m'aurait dit c'est une catastrophe. Hein, donc, Elie Barnavi, voilà. Hein, il m'aurait dit c'est une catastrophe. Je le connais bien, c'est un ami, c'est quelqu'un de très, très, très respectable, mais je pense qu'au sein même d'Israël, il y a un certain nombre de personnes qui se situent, disons, plutôt au centre ou à gauche, hein, qui pensent que cette reconnaissance unilatérale par les États-Unis, en fait, dessert plus qu'elle n'aide la cause de la paix de compromis. Et j'ai entendu ce matin, donc je ne vous dis pas que c'est ma position, mais c'est en revanche la position de Macron. J'ai entendu Bernard Guetta ce matin sur France Inter, dans sa revue de presse, qui connaît bien le président Macron et qui donc reflète sa propre position, c'est une évidence. Il disait, cette reconnaissance unilatérale, il faut le reculer, il disait, j'ai toujours tendance à parler trop dans les micros, ouais. Il disait, cette reconnaissance unilatérale risque d'aboutir plus vite qu'on ne le pense à des scénarios de véritable déflagration. Ah bah oui, mais là, il résume, oui, je sais, mais il résume une partie de l'actuelle position française officielle. C'est-à-dire que on ne pourra jamais résoudre ce conflit à partir du moment où la question de Jérusalem reviendra sur le tapis comme question centrale. Et je l'entendais d'ailleurs citer les accords de 2000 et le fait que, après, quand les discussions étaient engagées avec cet Arafat qui était mielleux et malhonnête et qui transportait, bien sûr, et qui transportait dans ses valises un islamisme non déclaré, mais un des abcès de fixation, c'est vrai, qui a fait échouer historiquement ces négociations de Camp David, qui étaient menées côté israélien par l'excellent Shlomo Ben-Ami, qui est un homme de dialogue avec le monde musulman. Hein, il en provient lui-même, d'ailleurs. Eh bien, ce qui a fait échouer ces négociations, c'était Jérusalem. C'était deux choses. C'était l'exigence palestinienne de retour derrière, dans les frontières de 1947, et la question de Jérusalem. Donc il est vrai, là je ne dis pas que je donne raison à Macron, mais je vous explique pourquoi il a pu avoir ce raisonnement. Il est vrai que la question de Jérusalem, c'est une question éminemment inflammable. Et donc la position disons, diplomatique française actuelle, pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, est une position, je le crois sincèrement, hein, c'est une position de recherche d'équilibre, mais s'il le faut, de prise de distance avec l'exécutif israélien. Vous voyez, il y aurait eu probablement, et je ne veux pas là, vous voyez, sortir trop du cadre d'un séminaire, disons plus géopolitique, mais il y aurait eu probablement, de la part d'un Nicolas Sarkozy, par exemple, plus de compréhension humaine pour ce que cela peut signifier quand on est israélien que de voir sa capitale éternelle enfin reconnue comme capitale politique. Oui, j'ai une vidéo d'Arafat le lendemain des accords d'Oslo. Il dit ouvertement que les accords d'Oslo, c'est un cheval de Troie pour reconquérir toute la Palestine. Le lendemain des accords d'Oslo, il a dit ça à la télévision palestinienne en arabe. Je peux vous la passer, Alexis. Mais en tout cas, disons qu'en ce moment, je pense qu'Emmanuel Macron veut éviter que la scène s'embrase autour de Jérusalem. Et n'oubliez jamais que c'est quand même un président qui, lui, a un plan à plusieurs années et qu'il est assez probable que, comme certains de ses prédécesseurs, il ait envie de contribuer à ce qu'il y ait enfin un accord de paix, enfin un compromis territorial entre les Palestiniens et les Israéliens. Et dans ce cadre-là, il se dit rien n'est pire pour y parvenir que d'avoir maintenant, tout de suite, là, comme abcès de fixation, la question du statut de Jérusalem. Je crois. On est d'accord pour encore
Mais absolument, autant que vous voulez. Peut-être qu'Alexandre va arriver. Hein. Là, moi, je reviens en Russie. Je vous en prie. J'ai oublié d'ailleurs de répondre à monsieur sur la Russie tout à l'heure. Et je reviens en Europe. Et en fait, je reviens sur cette question de 1989, donc 1992, l'éclatement de la Russie. Est-ce que vous pensez que dans un lointain avenir, pas tout proche, hein, parce que la Russie, ça bouge beaucoup et on ne sait pas très bien où elle va et ses liens avec l'Europe. Bon, on a vu ces points, par exemple, la Crimée, qui ont choqué, l'Ukraine, il y a des tensions comme ça, mais c'est pas clair pour l'Européen. Pour moi, par exemple, je ne comprends pas très bien comment se redessine, se redéfinit la Russie sur la scène internationale. Et est-ce que vous pensez que dans un avenir très très lointain, la Russie qu'on appelle la Russie blanche ne redeviendra pas européenne, puisqu'il y a des affinités culturelles avec tous les pays d'Est. En Europe, il y a deux Europes. Il y a l'Europe méridionale et l'Europe de l'Est qui ont plus d'affinités avec culturelles au niveau des langues, etc., avec la Russie. Eh bien, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a deux hypothèses. Et c'est d'ailleurs dommage parce que Alexandre, entre autres qualités, est un expert en poutinologie. C'est un poutinologue. Il pourrait nous expliquer ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Mais je sais qu'il tient souvent, et donc là je vais le tenir à sa place, il tient souvent cette analyse qui est passionnante sur l'hésitation personnelle de Poutine, qui va d'ailleurs bien au-delà des questions purement politiques. Il y a une hésitation de Poutine entre deux options possibles, madame, pour la Russie. C'est celle que vous résumez, c'est-à-dire historiquement, la Russie a toujours été dans une hésitation, une oscillation, peut-être même un tiraillement un peu schizophrénique entre les positions qu'on appelle celles de l'occidentalisme, qui consiste à se tourner vers l'Occident, vers les intellectuels d'Occident, à entretenir un dialogue fécond avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, voire avec l'Amérique. Ça, c'est une position qui a toujours existé dans la culture russe et qui court comme un fil rouge un peu de Herzen, en gros, hein, de Herzen à des opposants à Poutine comme Navalny. Vous voyez, il y a en Russie des occidentalistes. C'était hier les amis d'André Glucksmann. Ce sont ces gens-là qui le recevaient à Paris, etc., qui souhaitaient de tout leur cœur que lorsque la Russie se serait débarrassée de ses tyrans soviétiques, elle se tourne vers l'Occident. Et puis, vous avez une autre tradition, qui est une tradition, j'allais dire, plus continentale, qui pense que l'avenir de la Russie, elle est du côté du bloc eurasiatique, qui pense définitivement que les vrais tropismes de la Russie, ils ne sont pas vers l'Europe, encore moins vers l'Atlantique, encore moins vers l'Amérique, mais ils sont du côté de ce bloc continental qu'elle forme avec la Chine. Et cette tradition, c'est la tradition panslaviste, qui a été illustrée dans l'histoire culturelle de la Russie par de très grands noms. Dostoïevski était un panslaviste. Hein. Dostoïevski n'avait aucune appétence pour Paris, pour Londres, pour Berlin, pour Vienne, pour toutes ces villes juives de l'ouest de l'Europe. Il n'avait aucune appétence pour toutes ces villes. Mais en revanche, il avait une appétence pour la cause slave et pour la réunification des Slaves sous égide russe. Et vous avez aujourd'hui les traces de cette espèce de dualisme culturel dans l'hésitation assez typique de Poutine entre des positions occidentalistes. Quand il tend la main, par exemple, sur fond de lutte antiterroriste aux puissances européennes, il est dans une politique, au fond, néo-occidentaliste révisée. Mais quand, en revanche, il se comporte comme cet ennemi caricatural de l'Amérique, il est dans la tentation d'une politique eurasiatique. Et il faut ajouter à cela la dimension géographique. C'est vraiment dommage qu'Alexandre ne soit pas là pour ça, parce qu'il la connaît par cœur. Mais on assiste aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, à un retour des géographies essentielles, à un retour des géographies des grands empires. Et donc, une des choses qui travaille la Russie, c'est de redevenir le grand empire qu'elle n'est plus. Et donc, il y a un livre d'ailleurs que je vous indique et qui est intéressant pour méditer sur ces questions, qui est le livre de Robert Kaplan qui s'appelle « La revanche de la géographie », qui avait été traduit, Robert Kaplan est américain, qui avait été traduit en langue française aux éditions du Toucan. Et ce livre est passionnant. Je sais qu'il avait passionné quelqu'un comme François Pinault, par exemple, il y a quelques années, quand il était paru en France, car il montre
qu'une des dynamiques historiques de nos sociétés aujourd'hui, c'est à nouveau la réinscription dans les grands empires historiques auxquels nous avons appartenu. Donc l'Europe se repense à nouveau comme un empire romain germanique, la Russie se repense comme l'empire russe, d'où évidemment la promotion dans l'entourage de Poutine de gens qui sont des panslavistes. Le monde arabe se repense comme l'Oumma, l'Amérique se repense comme cette espèce d'île isolée du monde et qui ne veut plus trop avoir à s'ingérer dans les grandes affaires du monde. La Chine se repense bien sûr comme l'empire du milieu. Et donc il y a des dynamiques impériales qui aujourd'hui sont en train de revenir, sans compter la Turquie bien sûr, qui rêve de restaurer le rêve ottoman. Donc pour toutes ces raisons-là, il est assez difficile de dire quelle va être la direction que va suivre la Russie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, elle est travaillée par deux tendances absolument contradictoires, dont sur un plan politique, Poutine essaye de faire la synthèse, mais une synthèse, on sait bien, instable, chimiquement instable, et toujours susceptible de s'effondrer. Il veut faire la synthèse entre les occidentalistes et les panslavistes, mais lui-même, il est un peu comme une sorte si on veut prendre une métaphore cinématographique, il est comme le conducteur du camion de Mad Max, qui sait qu'il a à son bord des litres de nitroglycérine qui peuvent le faire exploser en vol. Et donc il essaye de ne pas exploser en vol, mais il est vraiment à la tête d'un camion fou. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question en fait, c'est par rapport au thème là, de la soirée sur la crise de la démocratie européenne. Je me demandais en fait s'il n'y avait pas aussi un sujet à évoquer qui était le problème de légitimité en fait, des institutions européennes qui, moi je pense, manquent de poids dans leurs décisions. Et justement, en fait, je me demande, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un dilemme de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un certain nombre de référendums dans chaque pays pour la continuité ou non d'adhérer à l'Union européenne. Donc c'est sûr que ça ferait des dégâts. Mais d'un autre côté, au moins, ça permettrait de légitimer un peu mieux les institutions et donner un peu plus de poids dans leurs décisions européenne. Donc par exemple, quand on voit que Macron croit un peu plus en l'Europe qu'avant, on se demande si un duo France-Allemagne pourrait avoir suffisamment de poids pour réformer, pour donner plus de poids aux décisions européennes en fait. Donc moi je me souviens de la problématique là, sur les travailleurs détachés, ou pareil sur la crise des migrants, c'est se dire aujourd'hui chacun peut faire un peu ce qu'il veut et aujourd'hui il y a aussi un problème à ce niveau-là pour l'Europe en elle-même. Merci, je suis entièrement d'accord avec vous et c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, vous avez raison, hein, c'est la clé politique, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe retrouve un leadership. Alors moi j'ai une hésitation, comme citoyen j'ai une hésitation personnelle. Il y a des jours où je me dis, parce que j'ai en revanche le rêve européen chevillé au corps, je suis un Européen vraiment de cœur et de choix politiques, si vous voulez. Hein, mais parfois, je suis traversé par le fantasme qu'au fond, il faudrait un président de l'Europe. Vous voyez, pour incarner, parce qu'après tout, vous voyez, il y a un problème d'incarnation de l'Europe, incarnation du volontarisme politique. Donc parfois, je suis tenté de penser que ce problème d'incarnation du volontarisme politique, on le résoudrait déjà en partie si on avait une sorte de roi d'Europe, de président d'Europe. Après tout, ça fonctionne comme ça aussi, les peuples. Ça a besoin d'identifiants clairs, simples et clairs. Et bottom-up, vous voyez, une construction de l'Europe qui se ferait dès le plus jeune âge, quand on est à l'école, quand on est, disons, à l'école élémentaire, on apprendrait l'Europe via des cours d'éducation civique européenne. J'ai ce double rêve. Mais je ne sais pas si les institutions européennes d'aujourd'hui, il faudrait qu'on ait vraiment quelqu'un qui soit spécialiste du mécano européen pour nous en parler, sont mûrs pour une telle solution. Vous voyez, sont mûrs pour se figer dans cette espèce d'incarnation souveraine qui serait celle d'un président. Je ne le sais pas, très sincèrement. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'en l'absence de président de l'Europe, il y a un couple, il y a un tandem, il y a un duo, enfin on l'appelle comme on veut, il y a un moteur, hein, les Allemands parlent du motor, hein, du moteur franco-allemand, mais il y a un moteur qui doit être mis de toute urgence à nouveau en marche, et c'est le moteur que constitue le président de la France et la chancelière allemande. Ça, je le crois, oui. Alors, moi, je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit sur les différentes tentations de Poutine, le panslavisme et se tourner vers l'Occident, il y a quand même une troisième dimension qui est sensible.
c'est l'essayiste Paul Berman, américain, libéral, avait, il y a très longtemps déjà, dénoncé la tentation de différentes dictatures, même si elles ont des intérêts totalement opposés, à favoriser des alliances contre les démocraties. Absolument. Et quand on voit aujourd'hui la Turquie d'Erdogan, qui sur le terrain proche-oriental est quand même le tenant du sunnisme militant, or les Syriens qui sont opprimés sont des sunnites opprimés, ce rapprochement, ces décisions qui sont souvent prises à trois entre la Russie, l'Iran et la Turquie, c'est presque ça qui, a posteriori, donnerait raison à Paul Berman, en tout cas sur les attitudes de Poutine. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire qu'il y a une dimension que je n'ai pas évoquée dans l'hésitation de la Russie, parce que je me suis focalisé sur l'histoire, au fond, culturelle, sur la longue durée de l'histoire culturelle, pour répondre à la question de madame. Mais vous avez raison, il n'y a pas que la faille occidentaliste, panslaviste, qui travaille en profondeur la conscience russe. Il y a cette question de l'islam. La question de l'islam travaille les sociétés européennes, mais elle travaille aussi la Russie. Et elle travaille la Russie à partir d'une perception de soi, et je vais venir à ce que vous dites, qui est très profonde, qui est très ancienne, qui est très inconsciente même. Les Russes, et on ne les comprend d'ailleurs que comme ça, ils se sentent pris dans une triple tenaille, avec à l'ouest l'Europe laïcisée, enfin l'Europe chrétienne et laïcisée, au sud l'islam menaçant, et à l'est la Chine menaçante. Donc en fait ils se vivent en quelque sorte comme cernés, absolument cernés, assaillis par trois menaces existentielles. Et depuis quelques années, Poutine ne manque jamais une occasion de laisser entendre qu'il est, pour les Européens, le meilleur rempart contre l'islamisme. Mais ceci n'interdit pas, et c'est là qu'évidemment votre réflexion est très fine, ceci n'interdit pas par ailleurs de cultiver des alliances pourries contre les démocraties européennes. Et aujourd'hui, vous avez raison, si on fait de la géopolitique, mais là, il nous manque vraiment beaucoup pour affiner ces analyses. Mais si on fait, je vais essayer de le remplacer, mais à mon niveau, vous voyez, moi je ne suis pas spécialiste comme lui, mais il y a effectivement un axe, vous avez raison, hein, il y a un axe syro-turc qui est en partie nourri par la Russie, avec des intentions perverses de déstabilisation des démocraties occidentales, mais il y a aussi, et c'est quand même la bonne nouvelle sur laquelle je voulais attirer votre attention, face à cet axe-là, face à ce vrai axe du mal, hein, l'axe syro-irano-russe, qui est le même axe qui d'ailleurs a empêché la reconnaissance du Kurdistan, par parenthèse, hein, eh bien, il se dessine un axe de l'espoir, et je crois que cet axe de l'espoir, il prend corps avec le rapprochement actuel sur lequel on attendait Alexandre, mais je l'aurais interrogé bien sûr là-dessus, mais entre l'Arabie Saoudite, Israël, ça c'est extrêmement porteur d'espoir, parce que la solution du conflit, elle va passer naturellement par les sunnites. Il faut que les sunnites appuient une résolution de paix dans le camp palestinien. Or, l'initiative saoudienne, de ce point de vue-là, je crois, hein, quand on est des juifs de progrès, quand on veut vraiment que cette paix israélo-palestinienne aboutisse, c'est un espoir extraordinaire qui est en train de se lever. Extraordinaire. Donc, vous voyez, il faut contraster les choses. Il y a des jeux pervers, il y a des jeux antidémocratiques, il y a des jeux antilibéraux, mais il y a aussi cette éclaircie que constitue, à mon avis, cette nouvelle esquisse d'alliance israélo-saoudienne. Alors, je conserve juste une seconde le micro pour dire quelque chose qui me paraît assez nécessaire aujourd'hui. On a le sentiment, je veux bien entendre toutes les critiques sur la décision de Trump par rapport à Jérusalem, mais ce qui est totalement inaudible pour moi, c'est d'entendre quelque chose qui relève d'un raisonnement disant en substance mais ceci embraserait le Proche-Orient. Je pense que dans la position française, il y a cette idée-là. Oui, absolument. Parce que quand on voit 10 millions de personnes déplacées en Syrie, on en est aujourd'hui à presque un demi-million de morts, 1 900 000 blessés. C'est quand même fou d'entendre des gens complètement autistes parler d'un risque d'embrasement à cause
d'une position, d'une déclaration sur Jérusalem. Il y a quand même quelque chose de malade au royaume des démocraties occidentales, de ne pas voir que l'embrasement est là, que c'est leur lâcheté qui a permis cet embrasement, et que l'idée du bouc émissaire peuple juif comme cause des embrasements est quelque chose qui est quand même profondément malhonnête. Je suis entièrement d'accord avec ce bémol, mais c'est vrai qu'il faut, je pense, dans cette affaire, que c'est complexe. Il faut distinguer le plan politique du plan spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne me fais pas l'avocat d'Emmanuel Macron, mais je pense que la position de la France exprime la tentative de distinguer les deux. Et la crainte, justifiée ou pas, je n'en sais rien, mais j'essaie de me mettre à sa place, la crainte que cette reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale éternelle du peuple juif et de l'État d'Israël soit en fait le court-circuit qui permette que les deux dimensions qui doivent être séparées dans le cadre s'amalgament, absolument. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on accepte que ce soit la dernière. Vous avez une question ? D'accord, voilà, comme ça. Je pense qu'Alexandre ne viendra pas malheureusement là, mais bon. J'espère l'avoir humblement, je dirais pas remplacé, mais je vous ai parlé à partir de ma propre expérience. Je peux quand même poser ma question. Mais je voulais vous remercier vraiment pour votre participation active. À ce séminaire. Oui. Mais c'est moi, je vous remercie tous, et puis de votre mansuétude aussi, parce que je ne suis pas un spécialiste de toutes les questions qui ont été abordées, mais en tout cas, vos questions étaient absolument passionnantes.